me, Obi-Wan Kenobi. You're my only hope. お前はもう死んでいる。何？Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Grand Popcast, le podcast de legrandpop.fr qui vous parle de la pop culture d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Et nous allons parler aujourd'hui Star Wars. Et oui, pourquoi ? Parce qu'il y a eu beaucoup d'annonces ces derniers jours au moment où on enregistre. Il y a eu le Star Wars Celebration il y a peu avec pas mal de choses du côté à la fois série, à la fois film aussi, c'est ça l'info, il y a des nouveaux films qui vont arriver, on va débriefer tout ça, et qui dit Star Wars dit bien évidemment l'expert français numéro 1, reconnu à travers tout le quartier. Menro, bonjour. Alors bonjour à toutes et bonjour à tous. Expert, oui, à un certain niveau, évidemment, mais j'aurais aimé, tu vois, pouvoir un jour être dans une table et au contraire tendre le micro à d'autres experts encore plus évidents. Non mais pas de fausse modestie ici, tu vas bien évidemment nous débriefer un petit peu tout ça, toi qui as suivi ça évidemment avec beaucoup d'attention, tout comme Otaksu. Bonjour. Ouais, bonjour, j'avoue que là je vais devoir résister à la tentation de terminer toutes mes phrases par I have spoken. This is the way, non, on le dit maintenant comme ça, c'est bon, c'est évacué. Voilà, et vous n'êtes que de la chair à monter. Ah voilà, c'est bon, c'est fait. C'est le nouveau May the Force be with you, quelque part. Ouais, de ouf. Ah ouais, complètement. Et on va en parler bien évidemment, puisque ça fait partie des petites choses, des petites surprises qui ont été annoncées autour de Mandalorian dans les films. Restez avec nous, on va évidemment en parler. On va parler, je l'ai dit, beaucoup de séries. La conclusion, en tout cas la suite de séries qu'on connaît déjà, mais aussi l'annonce de nouvelles séries, certaines qu'on a vues, certaines qu'on n'a pas encore vues, mais sur lesquelles on a des infos. Et puis enfin les derniers projets dont on sait qu'ils sont annulés, on sait pas où ils en sont, pas mal de films justement encore en suspens. On va bien évidemment revenir là-dessus dans l'heure qui vient, et on attaque tout de suite avec donc ce Star Wars Celebration. C'est devenu un peu le nouveau grand rendez-vous Star Wars. Alors c'est quoi, c'est tous les ans, c'est tous les 2 ans Alors justement c'est un peu flou, je pense que dans le marketing général de Disney, il y a le MCU qui trace sa route depuis quelques temps, même si il est un peu à la traîne. On a fait un épisode là-dessus, donc n'hésitez pas à y jeter une oreille. Mais... C'est dégueulasse, mais ouais. Mais non, mais j'ai l'image du... Jeter une oreille, je faisais, c'est pareil. Oui. Et donc sur le côté LucasArts, Star Wars, il a fallu se relever de tous les dégâts qu'a causé la postlogie. Et on a vu que d'essayer de marveliser dans la logique Star Wars avec plein de films et tout ça, ça a été un peu compliqué. Aujourd'hui, il y a Disney Plus qui est là. Donc, il faut trouver au vaisseau Star Wars son rythme de croisière, j'ai envie de dire. C'est parti. On a ouvert le tiroir à métaphore. Mais non, et du coup, moi, je sais pas, je m'étais dit que le 4 mai, qui est le jour Star Wars, le May the Force, avec le jeu de mots qu'on se connaît bien, aurait été propice à ça, mais non, à chaque fois c'est un peu plus tôt. Là c'était en l'occurrence le week-end de Pâques, et une Star Wars Celebration en grande pompe avec énormément de visages invités. Je pense que quasiment tous les visages qui font Star Wars ont répondu à l'appel, ou qui ont fait quoi. J'ai vu Mads Mikkelsen passer par là, alors qu'on peut dire qu'il est complètement plus quand même assez accessoire quoi. Il est que dans Rogue One, mais même lui il était là avec un très très beau jogging d'ailleurs. Et du coup, voilà, donc Star Wars Celebration qui aura marqué cette année, en tout cas en annonce, parce que là, voilà, je pense que les plays sont un peu cautérisés. Les dégâts donc de la postlogie, j'en ai parlé, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, en tout cas on peut pas nier qu'il y a eu un grand schisme dans la Force, et donc du coup on va rouvrir les plaies, et donc du coup ils ont passé ça. On sait qu'il y a eu plein de films qui étaient en projet, qui ont été annulés. Il y en a plein qu'on a vu mais où on a changé les réalisateurs à la volée, etc. Là il y a eu un grand rien, à part on va mettre des séries sur Disney+, et vers où on va. Même les séries, vers où elles vont, même celles qu'on aime bien. Donc là, à un moment, il a fallu marquer, c'est une sorte d'étape, ce Star Wars Celebration, parce que là, on a les grands plans. On sait un petit peu
quels vont être les grands arcs narratifs qui sont souhaités, et ça va se mixer entre le petit et le grand écran, mais on sait en tout cas voilà, quelles sont les grandes lignes, et on va justement pouvoir les emprunter ensemble. Mais c'est ce qui me fait le plus marrer quelque part dans ces annonces, c'est qu'on cherchait des nouvelles lignes, etc. Parce que on a racheté le projet à George Lucas et puis on voulait pas suivre ses plans, on fait un peu à notre sauce, il se passe quasiment que de la merde, on va pas se mentir, ou du moins c'était pas au niveau espéré pour rester poli. Et là on arrive enfin à avoir un nouveau truc en ayant pris le padawan de George Lucas, Dave Filoni, pour qu'il gère absolument tout. C'est très ironique, je trouve, cette situation actuellement. Et puis moi, ce que j'aime beaucoup, ce que je trouve cocasse, c'est que ils avaient vraiment ce plan de balancer un Star Wars, un film par an, et puis entre un premier spin-off qui était plutôt bien reçu, mais qui a été un projet ultra compliqué, et un autre qu'ils ont complètement évacué, et dont personne n'avait envie en fait, hein, personne n'avait envie de voir ça. Solo. Voilà, exactement. Finalement, même la nouvelle trilogie a reçu des avis plus que mitigés, et donc finalement là où leur idée d'occupation de l'espace filmique s'est complètement retournée contre eux, et finalement ils sont en train de se réfugier un peu dans les séries, c'est ce qu'on va voir, hein, et ils se sont rendus compte que ça coûte un peu moins cher. Globalement les retours, que ce soit public ou critique, sont globalement meilleurs, et ça cartonne, donc finalement eux-mêmes on revoit leur plan un peu comme Mec Marvel, j'ai envie de dire, un peu comme ça au doigt mouillé, quoi, vraiment en essayant de voir où va le vent, quoi. Donc on l'a dit, il y a eu des séries, plein de séries. Et notamment, on va commencer par ça, puisque c'est pour le coup ce qu'on a déjà eu l'occasion de voir. On va les prendre peut-être par ordre chronologique, puisque finalement ça arrive très très tôt là. Hein. C'est peut-être pour ça d'ailleurs, c'est ma théorie, qu'ils mettent pas le Star Wars Celebration le jour du 4 mai, parce qu'ils aiment bien sortir maintenant, effectivement, avec Disney+. Ils aiment bien sortir justement quelque chose le 4 mai, et en l'occurrence, ce sera la saison 2 de Star Wars Visions. Quelqu'un pour parler de Star Wars Visions Oui, Star Wars Visions, c'est tout simplement... Là, on est sur une saison 2. Pour rappel, Star Wars Vision 1, vous avez un article sur legrandpop.fr, c'était l'idée de se sortir du canon et de donner libre cours aux maîtres de l'animation japonaise. Ils pouvaient mettre tout ce qu'ils voulaient dans des séries d'animation. L'idée, c'était vraiment de se faire plaisir avec l'univers Star Wars, et surtout, quelque part, de fêter le talent des animateurs, fondamentalement, avec ce produit. Là, en fait, la grande différence... Plus que des scénaristes, oui. Oui, plus que des scénaristes, évidemment. Là, la grande différence... Il y avait des beaux trucs, quand même. Tu n'aimes pas le Kyber Crystal Oui, mais on a eu un parapluie fait de sabre laser. C'est vrai. Donc inattaquable. C'était exceptionnel. Tout ça pour dire que la saison 2, en fait, va maintenant s'ouvrir à des animateurs mondiaux. Donc on a de l'européen, de l'américain, du français notamment. On a même les gens qui font ces gros mythes qui sont derrière. C'est ça, le studio Hardman. Globalement, j'ai pas l'impression, enfin moi personnellement, c'était le seul studio dont je connaissais le nom dans justement le visuel qu'ils avaient envoyé avant le premier trailer, qui a donc été diffusé à cette occasion-là. Et ça a l'air plutôt pas mal, hein. Même Hardman, pour le coup, qui a l'air de partir dans un style, ou en tout cas dans une écriture très différente, il y a à minima l'envie de voir ça et de voir comment ils vont s'inscrire dans Star Wars. Totalement. Et puis c'est en fait, on l'a dit sur No Spoil, mais c'est le parfait parallèle. C'est quelque part le même projet que Death, Love and Robots. Pardon. C'est ça, mais pas Love, Death and Robots, ouais. Pardon. Qui est vraiment l'opportunité pour un studio de flex un peu ce qu'ils savent faire. C'est une carte de visite, quoi, clairement. Ouais, totalement. Mais du coup, c'est aussi le moyen quelque part de lâcher l'intégralité des folies qu'ils peuvent faire, et Star Wars est un univers propice à la folie quelque part, donc j'ai une attente exceptionnelle, juste parce que je sais qu'on va bien manger en animation. Maintenant, on l'a vu, effectivement, c'est le gros point négatif de la saison 1 de Star Wars Vision, c'est qu'en termes de scénario, t'as à boire et à manger, et tu bois et manges pas forcément des trucs superbement bons. Tu sens que chacun a fait vraiment son truc de son côté, ce qui était quand même le but, mais que ça manquait quand même d'une supervision globale pour dire les gars, vous allez peut-être pas tous raconter la même chose, ou alors du coup, ils l'ont fait, quoi. Essayer d'avoir une diversité malgré tout, même en termes de
d'esprit, enfin en tout cas d'avoir des épisodes qui soient quand même relativement différents, qui n'aient pas le même ton, voilà. Là, on en a eu quelques-uns. Il y a eu des épisodes un peu plus humoristiques, d'autres vraiment plus serious business, mais vraiment c'est au niveau de l'écriture globale où ça allait pas du tout, mais c'était pour souligner vraiment le propos que sur les 9 épisodes ont un I have a bad feeling about this. Au début, je fais et puis arrivé au 9e, tu fais chier. Il y en a au moins, je sais plus, 6-7 qui parlent de Christo Kyber. Enfin, il y avait de la variété dans l'animation et dans le style. Il y avait quelque chose il y avait du beau, hein. Il y avait de très très bons doubleurs qui plus est. Mais ouais, au bout d'un moment, c'était extrêmement redondant quand même, quoi. Je suis assez confiant pour cette saison 2, perso, parce que justement, je pense qu'ils ont tenté un truc l'an dernier, comme ça, et là, ils ont vu le potentiel, justement, de laisser plus de poids sur la créativité débridée, justement, parce qu'on n'est pas dans le... Attention, il faut respecter un univers et ce genre de choses. Évidemment, à la marge, mais on peut se permettre des incartades. On est dans une sorte de multivers de Star Wars, mais qui se touche pas, donc ça va. Et pour le coup, oui, voilà, d'avoir des studios comme les mecs qui font Wallace et Gromit, qui vont faire du stop motion en pâte à modeler sur du Star Wars. Franchement, ça donne envie de. C'est comme quand il y a eu là, le court métrage Cross Ghibli et Grogu. Ah oui, la vache. Oui. Là, pour le coup, t'as un effet d'annonce. Tu te dis, tu t'imagines un Ghibli qui parle de Star Wars. Bon, au final, on n'a pas eu ça. Parce qu'on a eu un film de 1 minute 20 avec Grogu qui danse. Bon. Ok, là pour le coup... T'as eu quelque chose. Hein, oui, mais j'aurais peut-être préféré un truc un peu plus... voilà. Pourquoi pas mettre Ghibli dans cette saison 2 ? Ils l'ont pas fait, c'est dommage. Enfin, ils l'ont pas fait. Mais en tout cas, l'avantage de ça, c'est qu'il y a vraiment pas de pression là-dessus, quoi. C'est vraiment une série, tu picores les épisodes. Pour moi, t'as juste envie d'avoir quelque chose qui te reste un peu, je pense surtout visuellement, pas se mentir. Et puis, bah voilà, tu passes à autre chose. Mais ouais, non seulement ça occupe le terrain, mais il y a une volonté créative qui a l'air plutôt cool, quoi. Pour moi, c'est la meringue d'une tarte au citron, c'est-à-dire que si elle est là, c'est un truc en plus, c'est cool. Si elle est pas là, la tarte au citron se suffit à elle-même. Bravo, très belle métaphore culinaire pour enchaîner sans transition sur ce qui va sortir l'an prochain, la saison 3 de Bad Batch. Alors je crois que vous n'avez absolument pas regardé les saisons 1 et 2. Le seul à avoir Même regardé. pas fini Clone Wars. Ouais, bah, moi non plus. Moi j'ai tout vu, j'avoue, j'ai tout bouffé les séries animées Star Wars. D'abord puisque ça faisait un peu office de remplissage pour moi, même pendant le confinement. On regardait avec madame, on avait commencé par faire tout Batman Tass et puis après on a enchaîné sur quelque chose tiens, qu'est-ce qui est assez long, qui dure 20 minutes, qu'on peut regarder le matin au petit-déj, voilà. Et de fil en aiguille, on a enchaîné avec Clone Wars, Rebels, les nouvelles saisons de Clone Wars et puis Bad Batch quand c'est sorti. La saison 2 s'est terminée il y a très très peu de temps, sur un gros cliffhanger de malade. Et la saison 3 est prévue pour l'an prochain. En fait, c'est vraiment un truc que je regarde comme ça. J'arrive pas à avoir un espèce d'état d'avis critique là-dessus, dans le sens où ça reprend un peu Clone Wars. Il y a vraiment des épisodes indépendants, peut-être un peu trop là, dans cette deuxième saison, des épisodes indépendants qui font pas vraiment avancer le schmilblick. Et à côté de ça, il y a effectivement des pans, des jalons un peu dans l'arc de la saison. Après, c'est juste globalement très très bien fait, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment maintenant une vraie expertise, non seulement sur la DA mais sur les jeux sur les jeux de lumière, esthétiquement c'est assez beau. Après le schéma de chaque épisode réinvente jamais la poudre. Il y a juste une alchimie entre les personnages qui est plutôt cool, et voilà, c'est évidemment quelque chose que je vais regarder. Est-ce que je suis oh my god, trop hype, trop bien, non, mais sur les saisons d'avant non plus, je suis juste content que ça existe. Et juste pour conclure là-dessus, la saison 3 sera la dernière, voilà. C'est pour moi un peu comme du pain dans un repas. C'est-à-dire que il te permet de saucer quand le plat est bon, mais si t'en as pas, c'est pas hyper grave. À part quand on est allergique au gluten, comme par rapport à Star Wars, tu l'es sur. Tu vois, toutes ces ma séries, sœur en fait. Toi, tu t'en fous de ces trucs-là, tu vois. Donc voilà. Mais moi, c'est pas une question de je m'en fous quelque part, mais c'est que je l'ai déjà vu dans Clone Wars. Dans Clone Wars, c'est les épisodes qui me font le plus chier en fait. C'est les épisodes où on se focalise sur le groupe de 4 Stormtroopers en fait. Enfin, pas Stormtroopers, les Stormtroopers, pardon. Et du coup, tu veux me faire une série qui se focalise sur ça, je m'en fous. Mais c'est pas, tu vois, c'est. Oui, mais là, pas par manque de respect, eux, ils sont spéciaux parce qu'ils ont des caractéristiques. Mais je sais, je les ai vus dans Clone Wars. Il y en a un qui a un bandeau rouge et qui a une tête de mort sur le visage. Non, mais ça développe de jolis trucs quand même en termes de thématiques. Enfin, là, c'est mes souvenirs de Clone Wars, mais c'est juste que ça a toujours été un contexte qui moi m'ennuie. Le côté militaire m'ennuie. Je ne regarde pas ces trucs-là parce que
que ça m'ennuie, donc je ne vais pas regarder, tu vois. Mais c'est pas par manque de respect, c'est juste ça me correspond pas du tout, quoi. Honnêtement, c'est 20 minutes qui passent plutôt bien. Voilà, j'ai jamais vraiment déçu, ni jamais vraiment transcendé, mais bon, voilà. Next, j'ai envie de dire. En tout cas, voilà, 2024, troisième et dernière saison. On aura aussi une saison 2 de Tales of the Jedi. Ça, c'est sorti un peu plus en catimini. C'était à peu près au moment de Andor, de mémoire, c'est ça ? Un peu avant, ouais. Par là, ouais. En fait, juste en mots là-dessus, c'est la série que personne n'a quasiment regardé. Et moi, c'est une des séries que, enlever le premier épisode qui est la naissance d'Ahsoka, on s'en fout un petit peu. Il y a un tigre quand même. Ouais, mais bon. Là, tu parlais d'épisodes de 20 minutes qui se prennent au petit-déj. Là, on a des épisodes qui se prennent au café, juste à la pause café. Entre 6 et 9 minutes ou des trucs comme ça, On certains. va vraiment filer la métaphore. Ouais, je pense que je vais... Et notre second petit déjeuner. Je vais essayer de le tenir. Non, en fait, ce qui est vachement bien, c'est que je sais pas si vous avez vu Retour vers le futur, mais dans Retour vers le futur, on voit ce qui se passe pendant une scène, dans le 2 notamment. On revoit la scène mais depuis un autre point de vue et on a de comment est-ce qu'on en est arrivé là, etc. Et ben The Tales of the Jedi, c'est ça pour expliquer pourquoi et comment le comte Dooku dans la prélogie switch de camp, et c'est beaucoup plus intéressant et beaucoup moins manichéen. Donc voilà, c'est un peu des espèces d'explications pour comme des espèces de contes. Ouais, à propos des Jedi. À propos des Jedi. C'est fou, hein, c'est quand même bien fait. Andor saison 2, voilà, ça c'est aussi prévu. Il y en aura 3 au total. Le tournage est à moitié bouclé pour la saison 2, ça sort l'an prochain. On a déjà traité Andor dans ce podcast, épisode je ne sais plus combien, mais allez voir. Allez écouter, jeter un œil, une oreille, voilà. Le seul truc qu'on peut dire, c'est que Andy Serkis va revenir dans un nouveau rôle. Donc a priori en image de synthèse cette fois, je pense, pour faire ce qu'il sait très bien faire de motion capture, etc. Ah oui, ok, je pensais que tu parlais du personnage. Non. Oui. C'est l'acteur Andy Serkis qui revient pour la prochaine saison. Il est temps d'accélérer sur Andor pour le coup, pour cette saison 2, donc j'attends surtout ça, moi perso. Ouais, que ça se bouge, le rythme, que ça se bouge un petit peu le derche. Et ensuite on aura une saison 2 à Obi-Wan Kenobi, mais pas de suite. Voilà, comme tu as écrit. C'est ça. C'est pour l'instant, c'est pas du tout un projet qui est dans les bacs. Juste Kathleen Kennedy a pris la parole pour dire on n'est pas contre l'idée, mais regardez tout ce qu'on a déjà, on verra après peut-être, voilà. Mais pour l'instant, il y a pas c'est pas du tout un focus. Dans le même ordre d'idée, on l'a pas mis dessus, mais il y avait des rumeurs d'un projet de série sur Lando Calrissian avec le retour de Donald Glover. Ils sont en discussion, rien n'est fait, mais en tout cas c'est parti pour arriver à un moment ou un autre. L'acteur comme Kathleen Kennedy se sont exprimés positivement sur ça. C'est pas complètement idiot comme idée, tu peux faire quelque chose d'un peu plus léger. Le seul truc que tu peux retirer de Solo, c'est Donald Glover en Lando Calrissian. Oui, et puis voilà, c'est ça, d'avoir un côté vraiment mafia, mais mafia cool. Voilà. En fait, il y avait une théorie sur cette série qui était Lando raconte toutes les histoires qu'on connaît, mais en se remettant lui comme le pourquoi et au cœur de tout, comme un menteur compulsif qui veut voir le beau rôle. Et en fait, ça serait très drôle. Ça aurait été hyper marrant de réexpliquer tout, comme le débat qu'il a avec Solo sur l'origine de comment ils ont ci, comment ils ont ça, etc. Le Kessel Run. Et donc là, du coup, ça aurait été intéressant que Lando dise, tu vois, genre limite dise, ah mais non, ça c'est pas du tout passé comme ça, parce qu'en fait, j'étais là et c'est marrant, c'est le personnage. Gavé chaud en tout cas. Ça peut, oui, peut-être qu'on aura ça un jour, peut-être pas. Et en revanche, ce qu'on veut avoir, ce qui a été vraiment annoncé. Alors là, on va parler des nouvelles séries, donc des premières saisons des nouvelles séries. On a Ahsoka qui sort très très bientôt, qui sort en août, et on a eu à l'occasion un nouveau trailer qui, moi quand même, me vend pas mal de rêves, alors que les bon, grosso modo, on en a enchaîné quelques-unes des déconvenues sur les séries Star Wars. Mais pour toi qui est un des rares à avoir regardé Rebels assidûment, on va dire. Qu'est-ce qui te hype dans ce trailer justement, parce qu'il est censé te parler à toi. Ouais, mais c'est pas tant pour une histoire de il y a tel personnage et puis machin, on va recroiser avec trucs. Je suis pas dans une question de lore, mais peut-être que je vais encore me faire avoir. C'est peut-être le cycle Sonic avec les séries Disney. Tu vois le trailer, tu fais wow, et puis tu vois le truc, tu fais et ça repart et tu te fais avoir à chaque fois. Mais en tout cas, visuellement, je trouvais que ça avait un peu plus de gueule. Il y avait déjà Ahsoka, à la rigueur, c'est un perso que j'aime plutôt bien, donc
là j'ai hâte de voir de voir ce qu'ils vont en faire. Il y a des mecs que je comprends pas du tout ce qu'ils font là, genre Ray Stevenson, qu'est-ce que tu fous avec un sabre laser rouge, enfin le mec est quand même un espèce de tâcheron qui va dans des films pour prendre son chèque, et il a fait des voix à la base et ils lui ont donné un vrai rôle là. Et là il a l'air, je sais pas, même visuellement là il a l'air semi-investi, donc en fait j'ai peut-être une espèce de, peut-être que j'aime ce trailer pour les mauvaises raisons, je ne sais pas, mais voilà, au moins il y a l'air d'avoir un petit peu à manger. Il y a Mary-Elizabeth Winstead aussi, voilà, mais vraiment il y a un côté épique qui m'a un peu pris quoi, alors qu'Obi-Wan je sais pas pourquoi je sentais venir le sapin assez tôt quoi, mais... Alors là pour le coup moi j'ai peur de l'effet up and down, hein, le côté montagne russe, on l'a dit, joli trailer mais à l'arrivée t'as pas assez à manger. Bon, Mary-Elizabeth Winstead, elle va jouer... On ne critique pas cette personne devant moi. Elle va jouer Hera, qu'on a vu dans Rebels, donc la capitaine du Ghost. Et Natasha Liu Bordizzo, elle va jouer Sabine, donc une Mandalorienne qu'on a vue aussi dans Rebels. Oui, c'est effectivement. Voilà, donc... Qui fait partie de l'équipe. Qui fait partie complètement de l'équipe, okay. Et qui a le sabre noir et tout ça. Donc il manque... évidemment Ezra Bridger, qui pour l'instant ne fait pas partie du truc, même si le trailer... voilà. te dit qu'il est là quoi. Et du coup on a eu une précision de Filoni suite au trailer, c'est que ce sont pas des sabres laser rouges, ce sont des sabres laser orange, avec l'intérieur orange et pas blanc. Ouh. Et c'est pas pour rien, donc c'est une vraie, c'est pas un truc de design de raté, c'est une vraie intention. Moi ce qui me plaît beaucoup avec Ahsoka, c'est que Ahsoka on l'a quand même vu enfant, donc Padawan, on l'a vu quitter l'ordre Jedi. T'as même vu sa naissance, on sait dire. On a vu ça ouais, carrément. Donc quitter l'ordre Jedi, on l'a vu être une sorte de Jedi grise entre deux, etc. On l'a vu revenir dans Mandalorian et sous les traits de Rosario Dawson, et c'est extrêmement bien réussi pour le coup. Et là on va avoir la fin de son arc, puisque c'est le retour enfin de Thrawn et l'officialisation de Thrawn, qui sera avec le même acteur qui lui donnait la voix dans les dessins animés, qui est le frère de Mads Mikkelsen, Lars Mikkelsen. On a bouclé la boucle, et ouais, ça rejoint pas mal de choses, comme le film dont on va parler aussi, qui a un peu l'idée de boucler un petit peu tout ça quoi. Ouais, mais il y a un trait qu'on peut commencer à tirer, parce qu'on le voit déjà à partir de Star Wars Vision S2, qu'on l'avait vu aussi à la fin du 9 hein, finalement. J'ai l'impression que l'ère Kathleen Kennedy se focalise pas mal sur les Jedi gris en fait, sur les prochains projets, notamment Ahsoka du coup, Star Wars Vision, un autre dont on va parler juste après. Il y a quelque chose sur les Jedi gris, je me dis que finalement il y a pas mal de potentiel aussi, parce que c'est peut-être un truc que le grand public ne connaît à peine en fait, voire même pas du tout. Ouais, parce qu'ils ont enlevé l'univers étendu, parce qu'à la base voilà. Jedi Luke est un Jedi gris. C'est ça, mais... et c'est aussi un aveu de faiblesse absolue que d'avoir tué toutes les légendes de l'époque, les avoir appelées comme ça, pour qu'au final, là, les trucs qui nous hype le plus, bah, c'était l'univers étendu d'avant. On va y revenir, ouais. C'est exactement, voilà, ça rejoint ce que je disais au début, c'est que leur plan, leur plan ou leur absence de plan, c'est vraiment retourné contre eux, et puis maintenant ils reviennent à des choses qui étaient déjà... Ah, mais en fait, on avait des trucs de dingue. Non mais c'est ça, ils reviennent à du préexistant, et puis ça marche pas si mal. En revanche, tout nouveau projet, alors dont on connaissait déjà l'existence, mais qui va partir complètement dans une haute direction et va traiter de personnages qu'on ne connaît absolument pas, c'est The Acolyte. Donc vas-y, c'est toi qui es chaud là-dessus. Hein. Ah, je suis gavé chaud pour le coup. C'est une série qui est du coup notamment avec Carrie-Anne Moss qui va jouer de toute évidence une Sith. On est à 200-300 ans avant la bataille de Yavin, donc avant les événements de la trilogie originale. Et surtout, on va se focaliser de toute évidence déjà sur une ambiance très thriller de ce qu'on a vu mais pas vu du trailer qui a été présenté. Comment dire, quelque part, les prémices des retours des Sith dans la prélogie, etc. Donc c'est vraiment, je trouve, une période de temps que je trouve extrêmement intéressante. Un point de vue que je trouve également super intéressant, parce que la culture Sith, c'est celle qu'on connaît le moins, quelque part, hein, de ce qu'on a vu dans le grand public, hein, s'entend. Et c'est Carrie-Anne Moss qui claque des culs. Donc, il y aura aussi Daphne Keane, qui est la petite... l'enfant dans Logan, c'est ça ? Et Ling Jung-jae, qui est le personnage principal de Squid Game. Voilà. Ouais, le casting est incroyable en vrai. Hein, donc... Alors, c'est annoncé d'après les mots même de Kathleen Kennedy comme un croisement de la Reine des Neiges et de Kill Bill.
Donc moi j'arrive pas à bien interpréter ça, si ce n'est il y a le côté vengeance, il y a le côté Ce genre j'ai de- changé de camp et donc je vais faire payer à mes anciens alliés. Sachant que dans Kill Bill, il y a déjà une grosse ref à Lady Snowblood, qui est un manga d'une. La fin du volume 1. Voilà, voilà, la fin du volume 1 avec le combat dans la neige. Enfin voilà. Hein. Du coup, moi ce qui m'intéresse, mais que je projette, on sait pas si c'est un truc garanti, mais si on se base vraiment quelques centaines d'années avant la trilogie originale, donc c'est ce qu'on appelle la Haute République, et on devrait pouvoir observer comment les chevaliers de Jedi ont un petit peu petit à petit renoncé à leur mantra pour se fondre dans la politique et comment ils se sont un peu perdus pour arriver à l'ordre Jedi qu'on connaît, qui n'est plus que l'ombre de lui-même au moment de la prélogie. Et du coup, si on peut voir cet étiolement des Jedi et de leur influence, on peut voir aussi certaines personnes qui en font partie et qui se mettent à douter et qui du coup changent de camp. Et de voir que les méchants sont pas forcément méchants, mais que ce sont des gens qui ont fait des choix différents, qui les ont amenés quelque part, et après c'est l'engrenage. Bah quelque part c'est un peu ce qu'on espérait autour de Dark Vador et qu'on n'a pas eu quoi. C'est ce qui me hype le plus, le simple fait de se dire qu'on va se mettre du point de vue des Sith et à l'exacte période de temps de l'univers Star Wars où les Jedi sont quelque part un peu corrompus, Périclite. quoi. Ouais, périclite, c'est le meilleur point de vue que tu puisses avoir en fait. Enfin sortir du discours peut-être un petit peu manichéen, effectivement du héros contre le grand méchant, sachant que aujourd'hui l'univers Star Wars c'est quand même énormément de politique et de trucs comme ça, donc arriver à cette période de temps avec ce point de vue, j'ai hâte. Tu parles de Jedi Gris, grosso modo, tout ce que, pas tout, mais une bonne partie de ce qui se passe actuellement et va aussi justement dans les zones grises Andorre. Ouais. C'est aussi exactement ça, c'est-à-dire c'est montrer d'un côté et la rébellion et l'empire et voir que un peu dans les deux camps il y a à chaque fois des gens qui sont forcés de faire des choses plus ou moins contre leur gré, ou même chez les gentils, ce qu'on nous a présenté comme étant les gentils, il y a parfois une volonté de faire les choses jusqu'au bout, quittable, et c'est des gens, on va pas reparler de Andorre, mais en tout cas là on est justement dans l'exploration de cet entre-deux qui était pas inexistant dans Star Wars, mais qui était toujours laissé contre le manichéisme finalement. Et donc du coup ça permettrait aussi de enfin voir ce qu'était l'ordre Jedi à l'époque où il était quelque part ultra Puissant, étendu, quoi. puissant, avec toutes les castes, les maîtres, les padawans, les grands maîtres, etc. Peut-être voir, moi j'aimerais bien les différentes écoles de posture, de sabre laser, creuser ça, et notamment ils ont annoncé un Wookiee Jedi. Alors, on a déjà vu dans les dessins animés, mais ça peut être marrant, et ce sera l'acteur qui s'était glissé dans la peau du costume de Chewbacca dans la post-logie, qui avait remplacé Peter Mayhew, qui va reprendre donc un rôle de Wookiee, mais cette fois un Wookiee Jedi. Voilà. Dont le sable a été créé par le robot qu'on voit à la fin du trailer d'Ahsoka, d'ailleurs. Petit détail, mais ça m'a fait plaisir de revoir ce robot qui a juste entraîné Yoda, comme ça, tranquille. On enchaîne avec un autre projet qui personnellement à la fois m'intrigue et à la fois me fait assez peur. C'est Skeleton Crew. Alors on a pour l'instant, je crois, seul Jude Law au niveau du cast. Il y a tous les enfants, mais j'ai pas les noms en tête. Ah, okay. Ils les ont présentés, ils étaient sur le panel, etc. Parce que l'idée c'est d'avoir un Jude Law en mentor d'une équipe, tu l'as dit, d'enfants. Et c'est là où j'ai les poils qui se hérissent, c'est quand on me dit qu'on va faire revenir l'espèce de revival l'année 80 dans Star Wars. Ouais, les Goonies, Stranger Things, tout ça, comme si on n'avait pas déjà suffisamment bouffé. Mais le truc, le petit point un peu plus intriguant, c'est que on nous annonce plusieurs réals différents pour réaliser ce qui semble être 6-7 épisodes, dont on va les citer. Hein. Il y a notamment, surtout, les Daniels, donc qui sont maintenant les mecs les plus hype, je pense, à tout Hollywood depuis Everything Everywhere All at Once. Et aussi les réalisateurs du clip de Rise of the Phoenix de Teenage Justice. Tout à fait, très important de le savoir. Gros réalisateurs de clips, effectivement. On a John Watts qui lui était plutôt chez Spider-Man du MCU. Ouais, voilà, le Spider-Man du MCU. Bon, ok. David Lowery qui reste sur The Green Knight. On a Jake Schreier. Pour le coup, ça me parle absolument pas, mais c'est lui qui va réaliser les Thunderbolts. Ah non, Thunderbolts. Ok, je pensais que c'était de Marvels. Bryce Dallas Howard qui elle a déjà réalisé plusieurs épisodes sur Mandalorian, et Lee Isaac Chung qui a réalisé le très très bon Minari il y a
y a quelques années. Donc ça va chercher encore une fois un petit peu partout. Hein. Pour le coup, Bryce Dallas Howard, donc on la connaît puisque c'est l'actrice qui est en lead avec Chris Pratt dans la trilogie Jurassic World. On l'a vu aussi dans Black Mirror. La fille de Ron Howard. La fille de Ron Howard. Et du coup, elle passe aussi derrière la caméra et elle a livré dans Mando ou même dans Boba Fett. Dans Boba Fett, c'est même les seuls épisodes qui sont bien. Et dans Mando, quelques-uns des meilleurs épisodes de la 2e saison. Donc, quand elle parle de Star Wars et quand elle réalise des épisodes, c'est vachement bien. C'est la seule qui prend de l'air dans sa réalisation pour sortir de ce sale écran volume que je critique à chaque fois que je peux. Disons que c'est pas Robert Rodriguez, quoi. Tu sens qu'elle en a quand même quelque chose à foutre, quoi. C'est un peu ça, ouais. Donc moi, le côté Amblin, Goonies, ça me déplaît pas en soi. Je vais expliquer pourquoi. En gros, on a Andor qui est quand même beaucoup plus terre à terre, un peu violent, un peu dans les zones de gris, etc. Il y a Acolyte qui va avoir ce côté, on regarde par le prisme du mal, donc qui se veut un peu adulte. On a Ahsoka qui est comme Mando et comme tous les trucs où il y a Filoni dedans. Continuité, quoi. Dans un truc de continuité, si t'as pas tout vu, tu manques des trucs. Et là, on va se dire, bah tiens, on va parler aux enfants. Bah, ça peut être pas mal en fait. Juste qu'on sera peut-être pas le public. Oui, c'est effectivement. Mais quelque part. Ils ont déjà déclaré que quand bien même il y a des enfants, le public restera adulte. Ceci étant, ils ne visent pas un truc pour enfants. Probablement 2 degrés de lecture, des choses comme ça, parce que tu peux pas non plus faire un groupe d'enfants où tout le monde meurt au bout, ou perd la moitié de ses membres comme Star Wars. Et pourquoi quoi, pas. Moi, je vous avoue que le truc qui me fait le plus peur, en fait, c'est quand je vois qu'il y a Jude Law rattaché au truc, parce que Jude Law, ça fait quand même des années c'est où quoi le dernier quand il est truc bien rattaché qu'il à a un fait, truc, Jude Law, c'est pas ouais. bon, quoi. Tu vois, j'ai Captain Marvel en tête, tu vois, des trucs comme ça. Je sais, mais quand c'est Jude Law, c'est pas une marque de. C'est dans celui-là qu'il est, parce que... Ouais, où c'est l'antagoniste, tu sais, c'est le prof qui devient l'antagoniste dans Captain Marvel, dans le Je premier. m'en souviens même. Je crois qu'il est dans Green Lantern aussi. Et non, c'est pas lui qui joue le mentor, Ryan Reynolds ? Non, je crois Je pas. mélange. Par contre, je l'ai perdu. Bah, il était dans les Sherlock aussi, qui sont acceptables, mais c'est pas non plus des dingueries. Et si tu vois, c'est quand la dernière fois qu'on a été hypé par un film avec Jude Law, quoi. Ouais, un de ses derniers bons films, ouais, je sais pas. Bienvenue à Gattaca. Voilà, donc tu vois, quand je vois Jude Law, je me dis, ok, bon. Non, je pense que faut pas s'inquiéter là-dessus s'il cabotine pas trop. Mais bon, moi, j'ai pas de peur là-dessus. C'est plus que j'aimerais avoir des images en fait. Ouais, pour l'instant on a qu'un concept art qui franchement ne dit rien. C'est un vaisseau en l'air, voilà. Et je prends les paris, il y aura du lens flare. Voilà. On a entendu ici. On l'a pas dit, mais cette série se passera donc juste après l'épisode 6, le retour du Jedi. Oui. Donc comment est-ce qu'une bande d'enfants se retrouve mêlée à des aventures dans tous les sens ? C'est plus probable au moment où l'Empire est plus là. Ça ouvre bien des perspectives. Certaine anarchie quelque part. Ouais. Ouais, forcément. Sinon, la loi martiale, tout le monde au lit, quoi. Les séries, c'est bien beau. On en a quand même un bon paquet. Ça va bien nous occuper. On sait de toute façon que Disney prend vraiment, en tout cas du côté de Star Wars, ils prennent le pli Disney Plus à fond les ballons, malgré la nouvelle direction qui est un petit peu plus frileuse là-dessus. Mais quand même, on n'oublie pas que à la base, Star Wars, malgré tout, hein, c'est quand même du cinéma. C'était aussi pour ça qu'ils ont racheté et qu'ils voulaient bien nous occuper. Et on a 3 nouveaux projets, tout nouveaux, qui ont été annoncés. À commencer par peut-être commencer par celui qui nous intéresse un peu moins, hein, une suite à Rise of Skywalker. Manoro, je ressens ta haine, je ressens ta colère, et je veux que tu l'utilises maintenant. Parle-nous-en de ce film qui n'a pas encore de nom, mais qui a une actrice et une réalisatrice. Ouais, qui sera réalisé par Charmin Obaid Chinoy, qui a réalisé quelques épisodes de Miss Marvel. Et c'est évidemment le retour de Daisy Ridley en Rey. J'ai rien contre Daisy Ridley, elle a fait très bien ce qu'on lui a demandé de faire. Le problème, c'est ce qu'on lui a demandé de faire. Et là, ce qui me fait très peur, c'est ce qu'on va lui demander de faire. Parce qu'après nous avoir expliqué pendant 3 films discutables qu'il fallait en finir avec le passé, arrêter avec la dualité des Sith et des Jedi, on se retrouve avec donc une vingtaine d'années plus tard, une Rey qui s'est dit qu'elle allait refonder un ordre Jedi. C'est-à-dire qu'on va lui donner les missions qu'on a refusées à Luke parce que c'était has-been, et là on va lui donner à elle. Je suis très très énervé.
Mais je ne céderai pas à la colère. Mais ça montre que, encore une fois, de toute façon, et puis le diptyque 8-9 où on retconne exactement ce qui a été fait, mis en place dans celui d'avant. Mais encore une fois. Voilà, et là on te refait un appel du pied au passé. Enfin bref, ça prouve encore une fois qu'il y a Puis absolument zéro cohérence là-dedans. On respecte même pas le personnage qu'on a essayé de créer comme des manches, quoi. Le premier, pour rappel, le parcours de Daisy Ridley, c'est quand même d'abord un teaser De Ray, pardon, parce que Daisy Ridley, pour le coup, très beau parcours, continue, c'est parfait. Mais trailer de la première postologie, etc. On te fait croire que c'est Finn qui va être le Jedi. En fait, c'est elle. Mais du coup, le twist est un petit peu mauvais. On essaie de te suggérer via des messages en l'air, des petites voix modifiées d'Obi-Wan, etc. qu'elle a un héritage très particulier, une filiation importante. Le film d'après, on dit non, en fait, t'es une no-name, dégage, rien à foutre de tout ce qui se passe dans Star Wars, lolo. Et après, on te fait non, alors en fait, t'es une Palpatine. Pourquoi ? Parce que c'est le seul acteur qu'on a réussi à retrouver juste après. À la fin du film, on te dit, bah, vu que t'as subi tout ça, tu vas être une Jedi grise, parce que c'est logique dans ton parcours que tu ne crois plus entre les deux. Sauf qu'elle va se servir des bouquins qu'elle a trouvés pour refonder l'ordre Jedi. Non, les bouquins, ils ont pris feu dans l'arbre, on t'a dit. Oui, mais justement, il y a un plan à la fin du 9 où on les voit, qu'il les a mises de côté, elle les a avec mais oui, elle. et elle va avoir le Yoda en Force Ghost qui va lui dire, bah finalement, ce serait pas mal que tu reviennes au Jedi, je sais pas quoi. En familier, là, sur l'épaule. Mais oui, mais quoi qu'il arrive, c'est pété. Tu peux pas récupérer ce personnage, en fait. Il a déjà été essoré, en fait. La pauvre Daisy Ridley qui a subi ça, parce que dans les faits, Nanix l'a très bien dit dans No Spoil, c'est un personnage qui a une image marquante quand même. Pour une génération, ça reste quand même une Jedi importante. Et pour le coup, je trouve que son design est ultra stylé. L'actrice, c'est superbement bien joué. C'est juste que, effectivement, là, on lui a donné 3 lignes, quoi. Donc c'est compliqué. Le problème principal de Rey, c'est ça, c'est que dans l'épisode 7, elle découvre que la Force existe et que ces légendes sont pas juste des vieux séniles qui baragouinent. Et je rappelle que l'épisode 8 se passe la minute où le 7 s'arrête, hein. C'est pas moi qui invente. Et d'habitude, il y a toujours une ellipse de plusieurs années. Non, là, c'est la minute exacte où s'arrête le 7. Et dans un temps très compressé. On reprend le 8, et le 8 dure sur une période, comme tu le dis, d'unité temporelle très réduite. Et elle apprend le truc, donc, et 4 jours après, elle se retrouve à faire mieux que Luke, qui a passé sa vie à apprendre, mieux que Ben Kenobi, Ben Solo, qui a passé sa vie à apprendre. Et elle se retrouve meilleure alors qu'elle savait pas que ça existait 2 jours avant. Je rappelle que Luke n'arrive pas au bout de X années d'entraînement à lever un bateau, un X-Wing. Je dis bateau parce qu'il était dans le lac, enfin dans le marécage. Les marécages, ouais. Et c'est ça en fait que moi je reproche, c'est que il n'y a pas de gradation. Elle est Almighty seconde 1, donc c'est pas crédible. Mais même, elle est censée être super copine avec Leia. Cette relation, on la voit pas du tout à l'écran. Enfin, ils ont tellement. S'il te plaît, c'est elle qui lui fait son câlin quand. Solo et meurt. Genre Leia serre Rey dans ses bras, alors qu'à côté il y a Chewbacca qui est le pote depuis 50 ans de son mari. Mais ouais. Voilà. Bon, on va pas refaire la postlogie, mais c'est pour ça que ce film. Moi vraiment de base le truc quand j'ai vu que ça se passait 15 ou 25 ans je sais plus après le 9, j'ai dit mais merde, mais il se passe quoi déjà à la fin du 9? Enfin vraiment je ne m'en souvenais pas. Ce que vous me dites là, le fait qu'elle ait choisi d'être vraiment, le seul truc qui me reste en tête pour dire, c'est une espèce de gloubi-boulga bleu-noir avec les mecs dans l'espèce de dans le stade de foot là, final, et elle qui embrasse Kylo Ren et après il meurt. Tu te souviens pas, c'est quoi votre nom? Skywalker. Ah ouais, c'est ça le dernier plan. Ah oui. Ouais, elle a un nouveau sabre. Avec le sabre jaune. Elle enterre sur les autres couleurs. Elle garde le jaune, qui est le signe des Jedi gris, qui n'existe pas officiellement. Et il y a un autre. Ok, enfin bref, next en tout cas. Non, juste un mot, c'est qu'en plus, si elle refonde un ordre Jedi, quelque part comme la Force, le principe c'est la balance. Bah c'est peut-être parce que le mal est revenu, donc ça veut dire qu'il fallait quand même les garder. Ou alors c'est en faisant ça qu'elle va recréer le mal ailleurs. Donc dans tous les cas c'est nul. Désolé, mais c'est nul. Ils sont mis dans un truc dont il ne peut pas sortir. Alors peut-être qu'on aura une belle surprise, on l'espère pour Daisy Ridley particulièrement, mais dans leur logique à eux, c'est peut-être histoire d'avoir une vraie conclusion qui est pas rushée pour le coup, parce que le 9 il est sorti en 2019, je sais plus, mais en tout cas 2 ans après le 8, enfin bref,
ça s'est fait tout ça un petit peu beaucoup dans la précipitation, ça se voit un petit peu. Donc voilà, je pense que c'est plus ça leur logique à eux, d'avoir quelque chose dont ils maîtrisent un peu la temporalité, quoi. Mais bon, dans les faits, Finepo, ils peuvent aller se faire. ouais, après voilà, Peut-être qu'ils apparaîtront, tu sais pas. Hein. pour l'instant on connaît que elle au casting, donc voilà. On n'a pas de date par contre. Ce qui est dramatique pour conclure, c'est quand même de se dire qu'on a annulé tout ce qui était l'univers étendu pour aujourd'hui aller s'en resservir. On l'a vu pour Thrawn, on l'a dit, mais là c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que dans l'univers étendu, passé l'épisode 6, il y avait la chute de Luke qui passait du côté obscur, il y avait Mara Jade qui se trouvait être l'assassin caché de l'empereur, qui du coup devenait la femme de Luke Skywalker et qui était un personnage gris et féminin et ultra fort et ultra intéressant et très, très creusé, et on l'a complètement mis de côté. Il y avait des trucs, donc autant de condescendance à l'époque pour aller maintenant repiocher ce qui y était, le fait de refonder l'ordre Jedi tel que on l'a pas laissé à Luke, c'était la base même, et dedans il y avait énormément de personnalités qu'on connaissait d'avant qui avaient ou des fils ou des enfants qui les confiaient justement là-bas, et il y avait une autre menace qui arrivait d'outre-galaxie qui pour le coup nécessitait que Sith comme Jedi, tout le monde, on s'en fout parce que de toute façon il y a un mal commun qui est largement plus fort, et voilà, c'est la survie, quoi. C'était largement plus intéressant que tout ce qu'on a pu avoir dans la postlogie. Bref, donc à voir. Pour l'instant, effectivement, on n'a ni image, ni date, ni rien. Donc voilà, on sait juste que ça existe, mais déjà rien que ça. Bon. Ensuite, on a un projet qui va piocher pour le coup un petit peu partout, puisque c'est Dave Filoni qui va repasser à la réal après, effectivement, tu l'as dit en off, le film Clone Wars qui avait lancé la série, qui était pas super foufou. Là, voilà, on n'a encore une fois pas de nom, si ce n'est que l'idée, c'est de conclure tout ce qu'on appelle maintenant le Mandoverse, puisqu'il y a à la fois Mandalorian, à la fois Boba Fett et à la fois Ahsoka, et de réunir un petit peu tout ça dans un film pour boucler ces trois arcs-là. Et pas que, puisque Skeleton Crew aussi est à peu près à la même période. C'est après l'épisode 6 et avant l'épisode 7. Donc on pourrait y imaginer des choses aussi. Et il y a aussi... je vais y arriver. Tout ce qui est du côté de Rebels, c'est donc dont on va voir la suite. Oui. Donc il y a vraiment une fusion on récupère tout. Il y avait le projet de série annulé là sur les gardiens de Nouvelle République avec Gina Carano et tout ça. Donc ça c'est parti. Voilà. Néanmoins, il y avait cette idée là, et donc là on est sur une sorte de film. Un petit peu comme on a eu l'intention avec, genre, tu veux me taper, The Walking Dead, qui a fait une série qui dit on finit au cinéma. Finalement ils l'ont pas fait. X-Files a essayé de finir l'arc des 6 saisons au cinéma. On a vu que finalement ils ont fait 5 saisons derrière, 2 fois, et là donc l'idée c'est quand même d'avoir, on a plein de séries, elles vont toutes s'arrêter en climax et t'auras toutes les fins de tout qui se réunit. Il fait son Avengers, Filoni, quoi. Ça me paraît un peu casse-gueule quand même comme projet, mais bon. Ah, mais moi pour moi ça me paraît même pas être un projet artistique, ça me paraît être un projet de Disney en fait, qui veulent encore une fois mettre la sauce Marvel sur absolument tous les projets. Tel que je l'imagine, ce projet en fait, je ne peux que imaginer les grands pontes de Disney faire, il nous faut vraiment un Avengers dans le truc de Star Wars, maintenant qu'on a créé 3 séries, même s'il y en a qu'une qui fonctionne vraiment pour le moment, tu vois, et voilà, il faut faire le pognon, il faut faire l'événement comme on sait bien le faire, etc. Filoni qui arrive et qui est on le sait, c'est un contrôle fric absolu, et en plus ses persos de cœur, notamment Ahsoka et Thrawn, ça reste quand même genre son gros truc, donc tu sais qu'ils veulent le garder proche de lui. Je pense que Filoni a juste fait ce sera moins pire si c'est moi qui m'en occupe, mais je pense pas que ce soit une de ses idées en fait, parce que surtout que le cahier des charges tel que je lis entre les lignes qu'on lui a donné, c'est ok, on nous a bien taclé sur le fait que on comprenait rien à ce qui se passait politiquement dans l'épisode 7, puisqu'on avait laissé la galaxie sauvée et en paix dans l'épisode 6. Comment est-ce qu'on se retrouve avec le Nouvel Ordre, qui est un clone de l'Empire? Comment est-ce que la République a laissé arriver ça? Et on n'avait rien, aucun élément, aucun indice. Et bah du coup,
Là, à travers le retour de Throne, ils vont aller puiser dans la trilogie des romans de Timothy Zahn. Ils vont aller choper des éléments donc, de la croisade folle du Daifu. Je sais plus comment le titre exact de ce cycle-là. Ils vont aller piocher comme ça dans l'univers étendu. Ils vont tout intégrer dans les séries du Mandoverse. Et je vous l'annonce, c'est une évidence, mais à la fin de Throne, parce que Throne va être le méchant d'Ahsoka, va peut-être apparaître dans Mando, j'en sais rien, puisque tout va se merge à un moment, se mélanger à un moment, on va avoir la genèse de Snoke. On va avoir pourquoi est-ce que les wagons, quoi. Pourquoi est-ce que Baby Yoda n'est pas dans la postlogie, où sont passés les Mandaloriens. On va voir les réponses de tout ça. Ils vont tuer Baby Yoda ou l'exil, j'en sais rien ailleurs. Mais rien que ça déjà. Voilà, donc voilà, le retour de Snoke, voilà, vous l'aurez entendu là. Déjà réunir tous ces persos en un film, c'est complètement casse-gueule. Mais alors en plus de greffer du politique pour avoir la justification de l'arrivée du nouvel ordre, alors que c'est des personnages qui sont pas super présume, politiques. Ça n'a pas été confirmé. Si, ils veulent justement, ils veulent que ce film serve aussi d'explication à d'où sort le nouvel ordre. Oh là là, mais c'est le premier ordre. Mais tu files pas ça à Filoni, qui est un gars du temps long. C'est pour ça qu'il est très très bon en série, en fait. Le film Clone Wars l'a prouvé, en fait. Le film est catastrophique. Mais il y avait un noyau de quelque chose d'intéressant. Ils se sont dit, bah attends, fais-le en série, parce que t'avais clairement des choses à dire. Ah bah c'est bizarre, quand tu le fais en série, d'un coup ça fonctionne. Parce que c'est un nerd comme nous, en fait. C'est un gars qui creuse de ouf jusqu'au la moindre parcelle de petits détails et d'informations. Un peu trop des fois. Il est trop. Des personnages, bon. Il est plus intéressé par ses persos que par ce qu'il leur fait faire, en fait. Oui, totalement. Voilà. Mais du coup, tu files pas à ce gars-là un film, en fait. D'autant que les seuls crédits qu'il a en film, bah c'est un mauvais film. Bon, voilà, en tout cas, c'est un truc qui va être vraiment le Avengers, le Endgame, le point de convergence de tout. Pour vendre aussi ce film, faire comprendre aux gens que waouh, c'est un peu le principe d'Avengers, mais on est dans un univers post-Marvel, donc sauf que là t'es sur des séries qui, les Clone Wars, ça commence à remonter un petit peu, tu vois. Ouais, mais attends, même si tout est dispo sur Disney+, quand ils disent film, ils disent pas forcément distribué au cinéma, hein. Ça peut être juste un film Disney+. Si, non, pour moi, les 3 films, c'est vraiment du ciné. Je pense, hein. Mais tu vois, c'est rien n'est dit. Et puis, il y a une espèce de logique. Parce que même, c'est ça, même esthétiquement, il va falloir faire quand même un gros step-up. Parce que Mando, même Ahsoka, j'ai dit que ça avait un peu de gueule. Oui, d'accord, je parle à l'échelle d'une série Disney+. Hein, mais esthétiquement, le trailer, c'est exactement la même chose que tout le temps, quoi. Oui, voilà, c'est ce que je dis. C'est que esthétiquement, on est quand même dans de la série, quoi. Donc, pour justifier le fait que ça aille au ciné, alors peut-être, effectivement, c'est une bonne théorie. Peut-être que finalement, ça finira sur Disney+. Alors qu'à l'opposé, le 3e projet de film, lui, il est pas du tout connecté avec rien de ce que vous avez vu pour l'instant. Et on sait pas grand chose du tout dessus pour le coup. Mais on a quelques éléments. Et ces quelques éléments, c'est un réalisateur qui est pour une fois pas un yes man absolu. Quelqu'un qui a quand même fait des films qui ont de la gueule. Et voilà, c'est James Mangold. Donc on va découvrir ce qu'il a fait pour Indiana Jones dans peu de temps. Par contre, on a vu Logan, entre autres. Et c'était quand même une interprétation assez intéressante de thèmes non abordés par aucun des autres films de super-héros. Toujours mon meilleur film de super-héros actuellement, je trouve. Ouais, même après tous les Endgame, etc., c'est celui qui m'est resté en tête que je peux récupérer. Il y a du cœur. Mais parce qu'en fait, il y a de l'émotion, tout simplement. Enfin, il y a un vrai arc. Et même visuellement, il y a quelque chose aussi, quoi. Il y a un vrai arc, il y a de l'émotion. Et aussi Le Mans 66, dernièrement, qui était vraiment un très bon film. 3h10 pour Yuma. Enfin, voilà, c'est un mec qui... Pas forcément le mec qui va arriver avec ses propres projets à lui. Et puis, c'est pas un gros créateur, en revanche c'est un très très bon exécutant, et c'est pas un gros mot que de dire ça, quoi. C'est un mec qui, pour le coup, je pense, s'approprie assez bien les projets qu'on lui donne. Effectivement, tu l'as dit, on verra assez vite sur Indiana Jones, mais voilà, il a déjà quand même un bon petit CV, quoi, donc c'est encourageant. Et l'autre point qui est intéressant, c'est la timeline. C'est moins 25 000. C'est-à-dire que cette fois, on n'est pas 200 ans avant l'épisode 4, hein. On est 25 000 ans avant. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans une autre ambiance, un autre univers. Et on va s'attacher autour de la première personne qui va découvrir que la force existe et qui va apprendre à la maîtriser. Donc il y a un côté messianique un petit peu à travers ce truc-là. Et si on se replonge dans Feu, l'univers étendu,
on a quand même à l'époque, donc des premiers Jedi, des lames qui sont plus ou moins fortes et longues selon la force parce qu'il faut envoyer dans le Crystal Kyber. Alors il y en a pas à l'époque. Dans l'appareil, quelque chose de toi, c'est un prolongement de ton. Ouais, t'es la batterie qui soutient le c'est ça. Et derrière, après, il y a d'autres trucs. Il y a le moment où il n'y a pas encore les cristaux Kyber et les batteries. Regarde, il a un sable tout petit. et les comment ça s'appelle, et les batteries, donc les mecs ils ont des sacs à dos avec des batteries dans le dos et le sabre est relié par un câble, donc il y a plein de trucs comme ça, donc pour voir, et puis l'arrivée de cet ordre, comment il s'inscrit dans la politique de l'époque, tout ça. Ce que tu racontes, ça ressemble beaucoup à du Star Wars steampunk. Ben oui, mais à la base, il y a quelque chose un peu comme ça, et même du néo-antique dans l'imagerie qu'on en a, un peu à la Ulysse 31, tu sais, les colonnes grecques dans l'espace, mais on n'est pas loin de ça, quoi. Les mecs ont des toges, il y a un côté ouais, voilà, non, mais il y a vraiment des trucs comme ça, et surtout, si ça fonctionne, on pourrait avoir les prémices des Sith, mais cette fois pas les Sith en tant que culte, mais en tant que race extraterrestre, puisqu'à la base c'est Korriban, donc il y a les Sith qui viennent de Korriban, c'est des gens qui récupèrent les Jedi déchus et qui vont s'approprier, maîtriser le truc, et finalement après ils vont être colonisés par des humanoïdes, et le culte Sith va se répandre à travers différentes espèces. Mais à la base c'était une planète avec son propre peuple, et donc de voir tout ça et les guerres, moi j'imagine un truc stupide que je rêve de voir depuis que je suis enfant, c'est des trucs un peu médiévaux qu'on a pu voir dans Le Seigneur des Anneaux avec la charge des Rohirrim, mais avoir une armée de Jedi comme ça, de 200 000 Jedi qui foncent contre 200 000 Sith et qui se lattent la tronche dans une bataille épique, je suis désolé, moi ça me fait envie, quoi. Okay. Alors on n'y aura pas ça là-dedans, non, mais ça me fait envie, c'est ce genre si ça pouvait ouvrir quelque chose vers ça, c'est cool. Moi, c'est surtout le fait qu'il y ait James Mangold, en fait. Le pitch sur le papier du genre le premier Jedi, pas vraiment Jedi du coup, parce qu'il n'y a pas vraiment la séparation, mais le premier à apprendre à contrôler, maîtriser la force. Pourquoi pas, ça te dit rien quelque part, donc il n'y a pas forcément de velléité. Après, moi je vois aussi le premier visuel qui paraît être très historique, en fait, très dans la, comment dire, comme si on était dans l'archéologie quelque part, quoi. Tu vois le sigle du premier Jedi, etc., les lumières, etc. Tu te dis que il y a eu de la recherche, c'est creusé, mais c'est surtout James Mangold parce que c'est quand même le mec qui arrive à avoir une vision quelque part un peu panthéonique, j'ai envie de dire, d'un personnage. Il sait vraiment créer la mythologie autour de tout ça. Logan en est l'exemple parfait, évidemment, mais c'est un gars qui arrive à faire des character studies, donc des études de personnages, pardon, sur des trucs qui sont pourtant ultra geek, et tu vois, t'es pas en train de faire Hercule non plus, quoi. C'est Logan, c'est Wolverine, mais il arrive à te toucher, il arrive à trouver le sentiment derrière. Je pense que Indiana Jones 5 va être un gros indicateur aussi de s'il est capable justement d'avoir ce contexte un peu historique, archéologique, comme je le disais. Si Logan plus Indiana Jones 5 c'est bon, bah ça va, il y a gros potentiel de tuerie, en fait, quoi. Ouais, moi il y a lui, il y a le contexte, en fait, tout simplement. C'est-à-dire que là ça fait quand même depuis pas mal d'années qu'on baigne plus ou moins dans les mêmes choses, hein. On tourne autour de et la fin de la première trilogie et la fin de la deuxième. Finalement, en termes de visuel, on change pas tant que ça. Donc là, d'avoir vraiment quelque chose de très très différent qui pourrait presque ne pas être du Star Wars, en fait, hein. C'est aussi ça. Oui, carrément, ouais, je suis vendu, ouais. Et au-delà de ça, ça pourrait être, quand tu vois le nom James Mangold, plus que Filoni ou que Charmin Obaid-Chinoy, James Mangold, c'est quand même quelqu'un qui a fait ses classes. Alors évidemment c'est pas Spielberg, hein, c'est pas Cameron, c'est pas ce que tu veux, mais on le verra bientôt, mais oui, a priori non. Voilà. Mais ceci dit, c'est un nom d'un réalisateur qui a déjà fait des choses. Et je me dis, est-ce que c'est pas le moment où enfin on pourrait renverser la machine, et un peu comme dans les premiers Aliens où on a changé de réalisateur à chaque épisode, d'avoir peut-être un peu... Allez, on laisse la main à des créatifs, des gens qui ont des envies. Alors James Mangold est dans l'entre-deux de ça, mais voilà, pour aller confier des projets Star Wars qui aient une identité, en fait, un peu différente. Je rêve de ça. Ouais, j'y crois un petit peu moins quand je vois ce qu'ils font avec en ramenant même certains noms sur les films Marvel. Ça, voilà, ça a l'air d'être plus un effet de pub qu'autre chose, quoi. Mais on verra, pourquoi pas. En tout cas, on sait vers où va Star Wars.
dans le sens où il y a des projets qui ont été annulés. Je pense qu'on va en parler après. Oui, c'est ça, Mais- c'est même la suite. Ouais. Mais avant ça, moi je voulais juste préciser que on a donc, quand on regarde toute la timeline de cette galaxie Far Far Away, on voit qu'on a eu donc 9 épisodes canon, des petits trucs qui se passent entre des séries, des dessins animés, tout le temps des trucs entre, ou juste avant, ou juste après. Et là, on nous dit, ok, il y a 3 films qui sortent au cinéma après qu'il y a eu vraiment tout ce nawak autour de la postlogie. Un qui va dire, il se passe ça après. Un qui va être, ok, on va réunir tous les trucs au milieu, là, comme ça va le finir et on pourra aller se concentrer sur autre chose. Et on part 25 000 ans avant. Donc on a le grand avant. Et ça correspond à ce qu'ils font aussi dans leur logique transmédia du côté de alors plus LucasArts, mais pour Star Wars au global. C'est-à-dire que en bouquin et en BD, ils ont ouvert vraiment un nouveau cycle autour de la Haute République, qui est donc 200 ans avant, là où va se passer The Acolyte par exemple. Ouais. Et du coup, ça donne vraiment une indication de là, on a un angle où Star Wars va sortir de ce carcan de la guerre de la République et de l'Empire et de tout ça. Donc on a une ligne. Je trouve ça assez intéressant après autant d'années de rien. Ouais, c'est ça, c'est que par rapport à la dernière Star Wars Celebration qu'on avait suivie, où ils avaient fait la timeline à la Marvel avec plein de noms, etc., tu savais pas exactement où ça allait se passer, etc. Là, cette Star Wars Celebration, je suis resté, malgré les petites critiques que j'ai émises, je reste quand même dans cette idée de, ça a l'air cohérent tout ça. Donc du coup, ça me donne envie, ça me donne pas envie d'avoir confiance, mais ça me fait vraiment me pencher sur la question. Ça me redonne faim de Star Wars en fait. Mais surtout qu'eux-mêmes se sont rendus compte qu'il fallait réduire la voile sur certaines périodes. Enfin voilà, tu l'as dit, autour des 6 derniers films, il y a eu tellement de choses, tellement on est allé dans les petits interstices, surtout Filoni, et qu'au bout d'un moment ils se sont dit peut-être que tout le monde se rend compte que ça fait un petit peu du remplissage. Donc notamment, il y a des choses qui ont sauté, et le premier de ça, on le sait, c'est le film Rogue Squadron de Patty Jenkins, donc la réalisatrice des deux Wonder Woman. Voilà, ça fait un petit moment qu'on le sait. Est-ce que c'est dommage au vu des derniers films de Patty Jenkins? Moi personnellement, je vais pas m'en plaindre, mais à la rigueur, c'est peut-être le fait d'avoir le sujet était plus intéressant qu'autre chose en fait, enfin davantage intéressant que la réalisatrice attachée au projet. Mais encore une fois, je pense que ça faisait peut-être un peu trop. Le sur ces sujet périodes-là, va me manquer quand même. Moi qui suis particulièrement friand des dogfights, particulièrement dans l'univers Star Wars pour le coup, parce que c'est un peu c'est 2 trucs que je kiffe ramener en un quoi. Les combats de vaisseaux dans l'espace. Mais ouais. Non, mais j'explique dogfight. Ah oui, pardon, oui, vous savez quand 2 avions se pourchassent et se tirent dessus, on appelle ça un dogfight, et du coup là dans l'espace avec des X-Wing, c'est quand même encore plus stylé. Surtout qu'on n'a pas trop mangé là-dessus sur la dernière trilogie, finalement, il y a eu assez peu. Ouais, puis c'était pas. À part le vaisseau qui tire dans le cul de l'autre là pendant 8 heures. Non, mais tu vois, ça, on a eu des vaisseaux interstellaires avec des petits zizi qui tirent des mini étoiles de la Et mort. on a eu un bombardier qui se bloque, il faut lui mettre des coups. Mais fondamentalement, c'est un peu la différence entre un film de guerre et un film d'avion, quoi. Tu as des avions dans les films de guerre, tu peux avoir 1 ou 2 séquences sympas, mais c'est pas Top Gun. C'est pas le kiff viscéral d'un Top Gun, tu vois. J'aurais aimé avoir ça dans l'univers Star Wars, donc je suis quand même un peu. Le dernier, c'est Rogue One. Un peu déçu. Le dernier est Rogue One, et clairement, je vous l'ai dit plus d'une fois, finalement, en y réfléchissant, c'est peut-être un de mes préférés, même maintenant, de tout film confondu et toute période confondue. Donc, un peu déçu de ça, mais après, bon, effectivement, le projet en lui-même, il avait l'air de boiter un petit peu de la patte, donc achevons-le tout de suite, quoi. C'est ça. Il y a aussi la trilogie de Rian Johnson qui est pour le coup en stand-by complet, en céphalogramme plat, on sait pas. Il est très occupé, il a 5 films à réaliser, je crois, avec Netflix, sur Knives Out, donc la suite de Glass Onion et de À couteau tiré. Et il a une série qu'il développe aussi pour je ne sais plus quelle chaîne, par contre je crois que c'est Hulu ou je sais plus quoi, avec la meuf des poupées russes. C'est pour ça qu'elle fait une apparition dans Glass Onion. Mais moi j'ai envie de dire tant mieux, parce qu'on sait à quel point on n'a pas aimé ici autour de cette table Star Wars 8. Par contre j'adore ce qu'il fait avec Knives Out, donc vas-y continue avec Knives Out, c'est pas de problème. Moi au-delà de ça, non, c'est pas un mec que j'aime beaucoup de manière générale, j'ai pas aimé le 8 et je suis pas fan du tout des 2 à couteau tiré, donc c'est un mec qui a un peu ce côté petit malin. Et j'ai toujours beaucoup de réserves sur chacun de ses projets, donc finalement, ça me manque pas du tout. Il y a un côté faussement cool et faussement disruptif dans ce qu'il fait. Ouais, c'est ça. C'est genre, c'est très cynique, quoi. C'est pénible. Sur ce qu'il a fait sur le 8, c'est limite prendre du plaisir à casser le jouet de ton pote plutôt que de vraiment le casser pour une raison. Et en fait,
vraiment Rian Johnson, s'il doit revenir sur Star Wars, comme on l'a vu, la timeline elle s'est beaucoup ouverte. Et mais vas-y, fais-le revenir en moins 52 000 là, et qu'il fasse son bousin. Et très bien. Voilà. Mais pas au milieu de tout le reste, parce qu'il ne respecte pas le reste. Moi, je respecterai son travail sur Star Wars le jour où il respectera le travail de toutes les autres personnes qui ont bossé sur Star Wars, ce qu'il n'a pas fait. Mais il fait ça aussi sur Knives Out. Hein. C'est vraiment ce truc de petit malin de dire vous savez, la structure que vous avez l'habitude de connaître, moi je vais la modifier. Et puis. Oui, non, pour le coup, non, parce que sa plus grande inspiration, c'est justement Agatha Christie sur les Knives Out et des trucs comme ça. Oui, tu sens qu'il y a une révérence. Et là où il joue la révérence du genre sur Knives Out, ce qui fait que j'aime bien, et aussi qu'il y a le petit côté garçon tu vois, qui fait des vannes un peu sales, un peu voilà, le côté sale gosse, je trouve, passe très bien dans ce genre d'univers. Mais dans Star Wars, il y a un panthéon, il faut respecter les panthéons. C'est comme si tu disais, non, en fait, Hercule, il va pas faire 12 travaux, puis on s'en bat les couilles, de toute façon. C'est genre, non, en fait, il y a un panthéon, il faut être dedans, quoi. Il faut s'appeler Kratos. Il faut péter la gueule du panthéon. Ouais, voilà, ça c'est intéressant comme revisite du truc. Ni annulé pour l'instant, mais sans aucune annonce info dessus. Il y a le film de Taika Waititi. Voilà. On appelle ça, on attend que les gens oublient le dernier Thor. C'est tout. C'est pas faux. Et après Taika Waititi, tu vois, typiquement, je le vois bien faire un buddy movie dans l'espace. Ouais. Voilà. Et ce serait très bien. Mais dès sorti un peu de la timeline. Un buddy movie dans l'espace, c'était pas un peu l'idée de Solo, quoi. Ouais, mais en bien. Ouais. Enfin, ça reste Taika Waititi après. Ouais, je sais. Puis il va vouloir jouer dedans et tout, donc bon. Ouais. Et tu nous as mis aussi dans le conducteur le prochain film de Kevin Feige. Alors, c'est pas le prochain, c'est que le film projet Star Wars de Kevin Feige. De Kevin Feige, donc est l'architecte du MCU, on va dire. Le mec aurait le temps de réaliser un film, quoi. Écoute, voilà, pour l'instant. Ça fait partie des trucs dont on parle, qui est des fois des rumeurs d'annulation, des fois de. En tout cas, il y a ça. Moi, franchement. Je pense qu'à un moment, on a juste mis son nom parce qu'il est connu. Mais c'est ça, ouais, c'est ça. Ouais. C'est comme les gars de Game of Thrones là, qui étaient censés faire leur propre trilogie. Mais ça, c'est annulé. Ça, mais voilà, ils avaient posé le nom dessus alors qu'il y avait absolument aucun projet. Finalement, on l'a annulé. Bah oui, tu m'étonnes, t'as annulé du vent, donc on s'en fout. Et je pense que Kevin Feige, c'est exactement pareil. On a mis le nom, quoi. C'est pas plus mal, parce que les deux showrunners de Game of Thrones, à partir du moment où ils ont plus le matériel source pour adapter, on a vu que c'était pas foufou. Oui, puis moi j'ai rien contre le fait qu'on annule aussi celui de Kevin Feige, parce que quand on voit la manière dont ils ont traité She-Hulk avec ce discours méta super chelou à deux fins, qui du coup ruine l'intégralité du truc, dégage. J'avoue que j'ai perdu confiance. Je pense que de base il y a déjà pas grand monde qui se souvient qu'il avait été annoncé, donc on peut le laisser mourir tranquillement. Son nom était mis là à la grande époque où Endgame était sur toutes les sauf que derrière il y a eu la phase 4, début de la phase 5. Même les fans les plus hardcore du MCU commencent à dire que c'est pas ouf. Donc il est plus autant porté par ses lauriers, quoi. Plus en odeur de sainteté. Il y a effectivement un versant jeu vidéo à Star Wars. J'ai pas l'impression qu'il y a eu énormément d'annonces faites jeux vidéo pendant ce Star Wars Celebration. Dis-moi si je me trompe. Il y avait quand même Cameron Monaghan qui était sur place avec sa petite barbe de 3 jours. Ouais. Du coup, donc il reprendra son rôle le 28 avril dans le cadre de Jedi Survivor, qui est la suite de Fallen Order. Ça aussi, c'est tout bientôt en fait. Il sera sorti à la diffusion de ce podcast, a priori. Oui, il y a moyen. Et ils ont fait les previews du jeu juste avant la Star Wars Celebration, justement, ou même pendant d'ailleurs. Nouveau trailer, voilà, il est venu parler. Et il se murmure qu'en termes de temporalité, vu là où ça se passe, il pourrait apparaître dans diverses choses qu'on pourrait avoir. Déjà, on a vu son maître dans Mando, il me semble, ou alors un des trailers, je sais plus. Mais ils vont bien le caser dans le film de Filoni, là. Hop, il aura son petit passage. Non, c'est pas la même timeline. Mais c'est dans un trailer de quelque chose où on voit son maître à un moment, j'arrive plus à me souvenir d'où c'est. Mais pour le coup, ou alors j'ai mes fus. Lui, il est juste après, entre l'épisode 3 et l'épisode 4. Donc s'il doit apparaître, c'est plutôt dans cette période-là. Alors que Mando, ça se passe entre le 6 et le 7. Mais il y a un moment, il y a une scène dans un bar où tu vois le gars, il y a un dialogue littéralement, mais bref. Après, finalement, entre le début du 4 et la fin du 6, il se passe pas non plus 8 ans, quoi. C'est relativement rapide. Il y a une bonne quinzaine d'années quand même. Luc, il s'entraîne quand même. Luc a 16 ans, Luc a 30 ans. Tu vois, oui, bon, ok. Mais
pourquoi pas, lui aussi finalement, tu rajoutes une barbe, tu peux le vieillir de 15 ans facile, quoi. Donc ça, voilà, ça fait partie des choses sur lesquelles on va avoir un avis de 4 très vite, on a tous envie d'y jouer, on a tous plutôt bien aimé, je pense, le premier sans que ça réinvente quoi que ce soit, c'était juste très très bien exécuté, quoi. Et un peu tout le monde a récupéré le premier complètement gratuitement, donc si vous êtes passé à côté, notamment sur Twitch Prime ou des trucs comme ça, il a été distribué un nombre incalculable de fois. Je l'ai fait des années après sur PS4 avec grand plaisir. Et alors pour le coup, les dernières images du trailer montrent qu'on a vraiment fait un pas en avant, on n'est plus dans un jeu cross-génération ou ce genre de choses. Il y a de l'envie de rendre des univers et des ambiances qui ont de la gueule. Ça permet d'aller dans des endroits qu'on n'a pas souvent vus ou qu'on n'a pas vu depuis longtemps. J'essaie de pas trop spoil. Bon, en tout cas, le jeu, c'est une sorte de Dark Soul-Light. C'est-à-dire qu'il en reprend, light, hein, oui, mais il en reprend des logiques, mais sans cette difficulté qui peut rebuter pas mal de gens. Et donc, il est un peu exigeant, mine de rien, plus dur que beaucoup de jeux d'action qui sortent. Ça faisait longtemps que j'étais pas mort dans un jeu vidéo, hein, pour le coup. Et voilà, ce qu'il fait, il le fait avec une honnêteté, en tout cas, qui fait que même chez Electronic Arts, il arrive qu'il se passe des choses plutôt bien vues. Oui, non, ça fonctionne carrément bien. Je sais plus ce que je voulais rajouter, mais bon, voilà, grosso modo. Ça fait partie des trucs qu'on attend et qui vont bien remplir le calendrier sortie printemps. Là, c'est assez foufou. Et on n'a pas, on va dire qu'on n'a pas d'infos sur les 2 remakes qui avaient été annoncés. Alors non, il y a le remake de KOTOR. Qui lui a Knights of the Old Republic. Ouais, qui lui pour le coup a été carrément mis en freeze. On repart à zéro, limite le projet annulé. Enfin, c'est vraiment. Il a subi le development hell, comme on l'appelle, l'enfer au développement. Toutes les news qu'on a eues depuis son annonce, c'est cata sur cata sur cata. Donc pour l'instant, on n'est pas prêt de le voir. Et Eclipse, par contre. Attends, tu veux dire qu'il est décalé KOTOR? Ils ont décalé KOTOR, oui. Et par contre, Eclipse, lui, c'est juste qu'on a plus de news. Eclipse, c'est le projet par Quantic. Est-ce que tu veux dire qu'il s'est éclipsé? Et c'est totalement éclipsé. Et c'est con parce que autant, Quantic, on sait qu'ils font des jeux beaucoup plus basés sur le storytelling que sur le gameplay. Mais ce qu'on a vu de la première bande-annonce, c'est vraiment à la hauteur des grands trailers de l'époque de Star Wars, KOTOR et tout ce qui a suivi. Et en plus, c'est la période de temps, parce que si je ne m'abuse, c'était la Haute République justement qui était visée, donc période de temps complètement cohérente par rapport à ce qu'ils sont en train de développer aujourd'hui, quoi. Donc voilà. À voir ce qu'on. Ça pour l'instant, on n'a pas d'infos. Ça se trouve, ils se le gardent tu vois, pour un State of Play, un Summer Game Fest, un truc comme ça. Hein. Allez écouter notre épisode qui parle de la fin de l'E3 notamment. Voilà, bon, grosso modo, on a à boire et à manger. Je crois que ça fait quand même un petit moment, personnellement, qu'il n'y avait pas, alors que j'ai découvert tout ça assez fraîchement avant la diffusion de ce podcast, mais qu'il n'y avait pas eu un espèce de paquet d'annonces un petit peu enthousiasmantes quand même. Ça me donne envie de recreuser Star Wars, ça me donne envie de reprendre Clone Wars, ça me donne envie de choper le jeu Day One, alors que le Jedi Survivor, j'avais mis des plombes à le récupérer. Ça me remet dans l'esprit, quoi. Et ça, c'est quand même rassurant. Bon, y a un autre truc une question que j'ai envie de vous poser avant qu'on rende l'antenne en une phrase. De tous ces projets, qu'ils soient séries, télé, jeux vidéo, whatsoever, quel est celui sur lequel vous mettez le plus de billes, qui est le plus votre cam a priori? The Acolyte, mais à fond. C'est parce que c'est vraiment la perspective que je veux, parce que Carrie-Anne Moss aussi, qui est une actrice que je respecte énormément, c'est vraiment le truc que je veux le plus voir. Des nouveaux films, c'est James Mangold, J'ai dit un. Mais voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est que de cœur, je pourrais le choisir si j'avais plus de détails dessus. Là, The Acolyte, je sais que je suis déjà hype, quoi. Bah moi c'est la suite de l'épisode 9 évidemment. Non, je veux surtout retrouver Star Wars au cinéma en fait. Donc malgré des projets séries qui tout ne m'enthousiasme pas avec le même degré, mais moi j'ai vraiment envie de retrouver Star Wars au cinéma. Tant qu'à faire avec un bon réal et un projet original. Donc comme tu l'as dit, on n'a pas plus d'infos, mais au minima le film de Mangold, il coche toutes ces cases là pour moi. Et toi Mano, du coup? Non, je rejoins Sylvain. Revoir Star Wars au cinéma, c'était une des phrases que j'avais en tête en posant la question. Mais pour faire différent, avoir d'autres réponses que les vôtres, je vais miser un truc sur Ahsoka pour une raison toute simple.
C'est Elizabeth Winstead, ouais, je comprends. non, c'est que on n'a pas dit qu'il y aurait le retour d'Aiden Christensen, donc soit flashback, soit Phantom de Force. Mais pourquoi Ahsoka ? Parce que on a eu beaucoup de hype pour le retour d'Obi-Wan avec McGregor et Christensen, et on a vu là où c'est tombé. Entre-temps, il y a eu Andor où on misait pas dessus, et au final, ils ont montré qu'il y avait de l'envie et un peu de réalisation, et en tout cas, autre chose. Un propos. Un propos aussi. Et là, il y a Ahsoka qui arrive. Et en fait, Ahsoka, pourquoi je veux le voir ? Parce que, outre que le trailer, il est de la gueule, justement, je veux voir, est-ce qu'on va se diriger vers... Ils ont encore rien compris, ils nous refont Obi-Wan, et on reste dans ce truc à la con de bain tiède. Ne pas brusquer, Voilà. ne rien tenter. Ou est-ce que justement on a appris de ça et voilà, on propose quelque chose d'autre, et donc ça veut dire ça, ce serait encourageant pour l'ensemble de tout ce qui arriverait derrière. Donc Ahsoka. Totalement, ouais. Et ben voilà, on a fait le tour, on a de quoi bien manger pour les 2-3 prochaines années. Hein. On n'a pas des dates pour tout, mais globalement ça ira. On aura du Star Wars un petit peu tout le temps, un petit peu partout. J'ai envie de dire que on sait vers où ça va. This is the way. Et il l'a dit. Et c'est là-dessus que nous allons nous quitter. Mais avant, vous allez nous dire où est-ce qu'on vous retrouve au Taxou. On me retrouve sur youtube.com/otaxu, OTAXOU, et sur tous les réseaux sociaux, Otaxu, tout bêtement. Menro. Menro, c'est justement pareil, MENRAW, @Menro sur l'ensemble des réseaux sociaux. N'hésitez pas, et d'autant plus là, par exemple, il faudra remonter un petit peu le temps de publication, de diffusion de ce podcast, mais au moment où on a enregistré, je viens de linker un mec qui fait les effets spéciaux sur Andor, qui a repris les épisodes de Obi-Wan, les 6 épisodes. Il a condensé ça en refaisant des effets pour que ce soit fidèle à vraiment l'intention des personnages, comme le grand inquisiteur ou comme ça. Il a tout refait, les effets spéciaux, le montage, le rythme. Il a même filmé des scènes sur fond vert avec des gens pour refaire du lien entre différentes scènes. Ah oui, c'est la fanfiction la plus absolue. Hein, et du coup, j'ai linké ce deuxième trailer donc de Trials of the Master. C'est Pixel Junkie, je crois, son nom, Pixel Joker peut-être, le nom de cette chaîne. Donc n'hésitez pas à y jeter un œil, ou venez me suivre sur les réseaux sociaux pour que je vous envoie ce trailer. Le mec, on lui demande de faire sa promo, il fait 10 minutes de promo d'un mec qu'on connaît pas du tout. Et après, il casse la sienne, viteuf. Voilà. Non, mais ça m'y fait penser. Et moi, c'est @phlegmatic_ sur Twitter et @phlegmatic sur Instagram. Et pour suivre bien sûr le Grand Popcast et tout ce qui se fait sur le Grand Pop, c'est sur legrandpop.fr, et sur @legrandpop, notamment sur Twitter, Instagram, Facebook, et le podcast, vous pouvez l'écouter où vous voulez, mais c'est ça qui est incroyable. Vous pouvez prendre n'importe quelle plateforme de podcast, on est dessus, on est même dans ton salon, on est peut-être même à côté de toi, si juste attention, derrière toi c'est affreux, mais surtout surtout parlez-en autour de vous pour que la bonne parole se diffuse. On va continuer à tenir ce rythme de 2 épisodes par mois, et avec peut-être un petit repos pendant l'été, mais on vous tiendra bien sûr au courant. Donc voilà, suivez-nous, et on vous dit à très vite. Ciao ciao. Des bisous. Ciao ciao.